Ensuite, il dit, les gens aussi ne disent pas que Rabi' al-Madkhali, c'est lui qui soutient le terroriste Haftar en Libye. Haftar. Qu'est-ce que le Cheikh Suhaymi a dit? Grand savant de la mosquée du prophète, grand savant à Médine. Suhaymi dit que Haftar, c'est un laïc. C'est l'élève particulier de Kadhafi. Donc, il n'y a pas une différence entre Haftar et Kadhafi. Mais Rabi' al-Madkhali, il dit que si tu ne combats pas sous la tutelle de Haftar en Libye, tu es parmi les Khawarij. On doit vous tuer. Et on tue les musulmans en Libye à cause des fatwas de Rabi' al-Madkhali. Ça là, Yom al-Qiyamah, il va répondre. Et il dit, donc Abdelaziz, c'est des menteurs. Je les connais très bien. Je dis, Wallahi, Abdelaziz, c'est toi le menteur. C'est toi le kazzab, kazzab, kazzab. Depuis là, tu fais des affirmations sans aucune preuve. Alors que nous ne faisons que montrer tes mensonges, tes tromperies, ton ignorance avec preuve. Et c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire encore tout de suite, Inch'Allah. Démontrer ton ignorance et ton mensonge. Alors tu dis que le Cheikh Rabi' soutient le terroriste Haftar. Bon, normalement c'est Haftar. Donc en arabe, c'est Haftar. Tu dis que le Cheikh Rabi' soutient le terroriste Haftar en Libye. Je dis, ceci est un gros mensonge sur Haftar. D'abord, tu traites Haftar de terroriste. Ceci est faux. Au contraire, Haftar combat les terroristes en Libye. Et c'est même parmi les grandes causes qui ont fait qu'il gagne de l'estime auprès d'une grande partie du peuple libyen. C'est parmi les grandes causes qui ont fait qu'il gagne de l'estime auprès d'une grande partie du peuple libyen. Donc tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. D'abord, tu ne maîtrises pas la croyance des gens de la Sunna concernant les Wulat al-Umur. Tu es embrouillé sur ce chapitre. Tu ne maîtrises pas ce qui se passe en Libye. Et c'est toi qui veux juger une fatwa du Cheikh Rabi'. Parce que si tu maîtrisais vraiment la situation de la Libye et la croyance des gens de la Sunna concernant les gouverneurs, tu n'allais pas dire ce que tu as dit là. Tu dis, le Cheikh Suhaymi a dit que Haftar, c'est un laïc. Tout d'abord, je t'informe que le Cheikh Suhaymi est revenu sur sa parole après qu'on lui a expliqué la réalité. Car il avait parlé par rapport aux informations qu'il a reçues qui n'étaient pas justes. Et c'est comme le Cheikh Ubayd, il avait donné une fatwa concernant des invocations contre Haftar par rapport à des informations qu'il a reçues, qui n'étaient pas justes. Après, il a changé d'avis. Après, il a changé d'avis. Et même si le Cheikh Suhaymi était resté sur sa position, mais sa parole elle est batil. Sa parole est batilun. Elle est fausse. Car ce n'est pas basé sur des preuves réelles. Accuser quelqu'un de laïque, il faut des preuves. Il faut des preuves. Haftar, ce qui est connu de Haftar, c'est qu'il aime les salafis, il dit qu'il est avec les salafis. C'est quoi la preuve qu'il est laïque? Et Faiz Farraj, lui il est quoi? C'est un salafi. Et tu dis, Haftar est un terroriste. Ta parole est complètement batiloun, elle est fausse. Et ça montre ton ignorance de la réalité de la Libye. Et quand Abdelaziz veut parler d'une fatwa ou d'une parole d'un savant qui contredit celle du Cheikh Rabi', il va toujours dire le grand savant de la mosquée du prophète, ou bien le grand savant de Médine, ou le grand savant de là-bas, le grand savant de là-bas. C'est-à-dire, il va venir avec ce terme-là, grand savant en fait. Le grand savant a dit, grand savant. Il y a un savant qui s'appelle comme ça, il s'appelle Foulan.
Un grand savant, il a dit ceci, grand savant en Arabie Saoudite, grand savant de la mosquée du prophète, il a dit comme ça. Lèche, pourquoi? Pourquoi tu viens avec ça? Vous savez pourquoi? En fait, c'est pour influencer les ignorants qui l'écoutent. Vous voyez? Donc ils vont dire, ah, c'est un grand savant qui a parlé, oh, c'est un grand savant quand même, un grand savant. Vous voyez? C'est triste. Tu dis, c'était l'élève particulier de Kadhafi. Donc il n'y a pas de différence entre lui et Kadhafi. Je dis, ceci est complètement batilun. Kadhafi a été déclaré kafir par des savants. Haftar était musulman. Et dire qu'il n'y a pas de différence entre lui, ou bien entre Kadhafi, entre lui et Kadhafi, ou entre eux, c'est complètement batilun. C'est nul, caduc, faux. Il y a une très 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 grande différence entre eux. Et dire que quelqu'un est l'élève d'un tel, si on dit, acceptons ça, disons que c'est l'élève d'un tel, c'est l'élève de Kadhafi, mais si on dit que quelqu'un est l'élève d'un tel, ça ne veut pas dire qu'il doit être, ou qu'il l'est forcément comme son prof, ou comme un tel, ou comme cette personne. Donc, si on dit Isa est l'élève de Mohammed, ça ne veut pas forcément dire, ou bien ça ne veut pas dire que Isa doit être forcément comme Mohammed. L'élève peut contredire son prof dans plein de questions. L'élève peut être différent de son prof. Vous voyez? Alors, je vais vous résumer la situation de la Libye. Je vais vous résumer la situation de la Libye tout à l'heure. Et puis la réalité est là, vous voyez. Lorsque quelqu'un vient dire, il n'y a pas de différence entre lui et Kadhafi. Mais la réalité est là. Les gens peuvent très bien voir la différence. Alors, donc je disais tantôt que je vais vous démontrer, ou bien je vais vous résumer la situation de la Libye tout à l'heure, Inch'Allah, pour vous démontrer en fait que le Cheikh Rabi' est sur le haqq, et sur la vérité concernant sa fatwa. Et nous sommes derrière le Cheikh Rabi' concernant cette fatwa. Et na'am, tu dis que le Cheikh Rabi' a dit, si tu ne combats pas sous la tutelle de Haftar en Libye, tu es parmi les Khawarij. Et on doit vous tuer. Et on tue les musulmans en Libye à cause des fatwas de Rabi' al-Madkhali. Et Yawm al-Qiyamah, il va répondre. Je dis, Wallahi, c'est toi qui vas répondre de tes mensonges et de tes calomnies sur le Cheikh Rabi' Yawm al-Qiyamah. Si tu ne te repens pas. Si Allah ne te pardonne pas. D'abord, oui, le Cheikh Rabi' encourage, recommande de combattre avec Haftar. Et on va voir pourquoi, Inch'Allah. Mais, où a-t-il dit que si tu ne combats pas sous la tutelle de Haftar, tu fais partie des Khawarij? Il a dit ça où? En tout cas, les fatwas du Cheikh Rabi' que j'ai écoutés, je n'ai pas entendu dans ces fatwas-là qu'il disait que si tu ne combats pas avec Haftar, tu fais partie des Khawarij. Je n'ai pas entendu ça. Sachant même que celui qui sort contre le gouverneur, c'est un Khariji. Parce que qui est le gouverneur, qui est le Walul Amr en Libye? On verra ça, Inch'Allah. Ensuite, tu dis que le Cheikh Rabi' a dit, celui qui ne combat pas sous la tutelle de Haftar, on doit le tuer. Le Cheikh Rabi' a dit ça où? Parce que ça veut dire que celui qui refuse de combattre avec Haftar, qui préfère, par exemple, rester chez lui, le Cheikh Rabi' dit qu'on doit le tuer. C'est ce qu'on comprend. Donc, où est-ce que le Cheikh Rabi' a dit ça? Donc, j'attends les preuves concernant cela. Si tu n'as pas de preuves, alors il faut te repentir, il faut montrer, il faut expliquer
à ceux-là à qui tu as dit cela, il faut leur expliquer, il faut leur dire que tu t'es trompé, que tu as menti, que ce que tu as dit c'était un mensonge, c'était pas vrai. Tu dis on tue les musulmans en Libye à cause des fatwas du Cheikh Rabi'. Ceci est faux. Premièrement, des musulmans meurent en Libye depuis. Le pays est dans l'instabilité depuis. Et Haftar combat les terroristes, les Khawarij. Et le Cheikh Rabi' a simplement fait une fatwa disant que c'est de son côté qu'il faut être, qu'il faut combattre avec lui. Haftar et son armée combattent les Khawarij. Ceux qui se sont rebellés contre le président du Parlement, ils combattent les terroristes qui font des ravages dans le pays depuis la chute de Kadhafi. C'est vrai qu'il a eu à faire des erreurs lui aussi, mais la réalité est là. Il dirige l'armée du pays. Il n'a pas une autre armée. Il n'a pas une autre armée qu'il dirige. Il n'a pas une autre armée qu'il dirige. Mais quand tu es ignorant de la réalité des choses, tu dis du n'importe quoi. Ou peut-être que certains médias te mentent. Alors, quelle est la situation de la Libye? Pour comprendre que la fatwa du Cheikh Rabi' est juste. Et nous soutenons Haftar d'ailleurs, qu'Allah lui facilite, qu'Allah leur facilite dans leur combat. Donc ceux qui sont avec Haftar, qui combattent avec Haftar. Mais avant de vous expliquer la situation de la Libye en résumé, sachez que la croyance des gens de la Sunna concernant les gouverneurs, c'est que nous devons les écouter et leur obéir dans le convenable. Et si le dirigeant demande de combattre les Khawarij, ou bien si le dirigeant combat les Khawarij, si le dirigeant nous demande de combattre les Khawarij, on doit combattre les Khawarij. S'il combat les Khawarij, il demande de combattre les Khawarij, on combat les Khawarij. Ensuite, on n'a pas le droit de se rebeller contre le gouverneur musulman. Sauf si, ou on n'a pas le droit de se rebeller contre le gouverneur, sauf si il a fait une mécréance claire, ou s'il abandonne la prière. Et pour se rebeller aussi, même dans ce cas-là, il y a des conditions. Bref, on ne va plus revenir sur ce sujet-là. On a déjà détaillé cela avec preuve dans le chapitre du djihad, dans les fondements de la sunna. Et nous sommes d'avis que les élections, comme cela se fait aujourd'hui, et comme les gens font, et de la manière dont les gens font les élections aujourd'hui, dans plusieurs pays, ceci est haram. Même si il y a quand même un débat entre les savants sur la question des votes. Mais nous disons, nous l'avis que nous avons adopté, c'est l'interdiction des votes, n'est-ce pas, comme cela se fait aujourd'hui dans plusieurs pays. Mais si un dirigeant a pris le pouvoir par cette voie et qu'il s'est installé, alors on lui doit écoute et obéissance. Dans le convenable, tant qu'il n'est pas mécréant, etc., comme on a déjà expliqué. De même s'il prend le pouvoir par la force et qu'il s'installe, prend le pouvoir par la force, il s'installe, il arrive à avoir le pouvoir dans le pays, ici, là, on ne doit pas se rebeller contre lui. Et celui qui se rebelle contre le gouverneur, c'est un khariji. Les salafs appelaient aussi khariji
celui qui sort contre le gouverneur. Et l'imam al-Barbahari a dit dans Sharh al-Sunnah, il a dit وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَارِجِيٌّ. Il a dit, celui qui sort contre un imam parmi les imams des musulmans, c'est un khariji. Donc tu sors contre le gouverneur, tu fais partie des khawarij. Et le Cheikh Al-Fawzan, dans son explication du livre de l'imam al-Barbahari, donc de Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari, lorsqu'il a expliqué cette parole de l'imam al-Barbahari, il a dit que les khawarij ont deux signes. Il a dit que les khawarij ont deux signes. Il a dit al-alamatul ula khurujuhum ala wali al-amr. Khurujuhum ala wali al-amr al-muslimin. Donc al-alamatul ula, donc le premier signe, khurujuhum ala wali amr al-muslimin wa muhawalatuhum khal'a wali al-amr. Il dit le premier signe, c'est qu'ils sortent contre le gouverneur. Le premier signe, donc des Khawarij, dit c'est qu'ils sortent contre le gouverneur des musulmans. Et ils essaient d'enlever le gouverneur, le dirigeant. Il dit al-alamatu thaniya annahum yukaffiruna al-muslimina bil kaba'ir. Pardon. Le deuxième signe, annahum yukaffiruna al-muslimina bil kaba'ir allati duna ash-shirk. Donc le Cheikh Al-Fawzan dit, le deuxième signe, c'est qu'ils rendent mécréants les musulmans par les péchés qui n'ont pas atteint le degré de la, qui n'ont pas atteint le degré du shirk, de la mécréance. Fin des citations. Donc le Cheikh Al-Fawzan ici, pardon, le Cheikh Al-Fawzan ici fait bien la différence entre le fait de rendre mécréant par les péchés et sortir contre le gouverneur. Ce sont deux signes des Khawarij. Pardon. Donc, quand on traite quelqu'un qui sort contre le gouverneur musulman de Khariji, il y a des gens qui s'étonnent. Ils disent, mais il ne fait pas le takfir par les grands péchés qui n'ont pas atteint le degré de la grande mécréance. Nous disons, c'est parce que tu ne connais pas bien l'utilisation des salafs du terme khariji, bien khawarij. Donc celui qui sort contre un gouverneur musulman, c'est un khariji. On dit qu'il fait partie des khawarij. Maintenant, revenons sur le cas de la Libye. Que s'est-il passé réellement en Libye? Qui est le gouverneur en Libye selon la législation? Alors, intabihu huna. Je demande votre attention ici. Lors de la chute de Kadhafi, bon, j'utilise le terme Kadhafi pour les francophones, pour qu'ils comprennent. Hein? Comme c'est comme ça qu'il est appelé chez les francophones en général. Sinon en arabe, ça ne se prononce pas exactement comme ça. Jaïd. Pardon. Alors, lors de la chute de Kadhafi, en octobre 2011, il y a eu une instabilité dans le pays, donc en Libye. Certains représentants du pays avaient formé ce qu'on appelle le CNT. Le CNT, c'est-à-dire le Conseil national de transition. Le Conseil national de transition. Ils ont fini par remettre leur pouvoir au CGN. Ils ont fini par remettre leur pouvoir au CGN, qui est le Congrès général national. Parce que c'est en 2012 que la première élection dite démocratique, entre griffes,
en Libye va être organisée. À la suite de cette élection, les partis dits libéraux, ainsi que des formations dites islamistes, sortent vainqueurs de l'élection. Ensemble, ils forment le CGN. Donc le CGN là. Donc le Congrès Général National. En principe, ce sont eux qui devaient gérer le pays. Le problème, c'est que pendant le temps de Kadhafi, pendant la guerre civile, il y a eu la formation des milices qui luttaient contre Kadhafi et qui essayaient de jouer le rôle de l'armée, de la police pendant la guerre civile. Et donc ceux-là continuaient à faire un désordre dans le pays. On assiste à des attaques, des assassinats, à des blocages par rapport aux installations pétrolières, sachant que le pétrole est la principale entrée d'argent du pays. Donc, l'économie du pays prend un grand choc. Ça prend un coup. Et là, le CGN, donc le Congrès Général National, a du mal à gérer le pays. Et ce qui a encore accentué les difficultés, c'est qu'une loi a été votée en 2013, une loi stipulant qu'il faut écarter définitivement du pouvoir toute personne qui avait des responsabilités du temps de Kadhafi. Cette loi, ou ce texte voté, a créé des grosses tensions entre les partis politiques. Certains n'étaient pas d'accord. Vous vous imaginez, vous avez occupé un poste du temps de Kadhafi, et là, vous pouvez encore occuper un grand poste, et on vous dit non. Donc c'est évident que certains ne vont pas être d'accord, surtout ceux qui sont concernés. Donc ceci crée encore des litiges dans le pays. Et donc, pendant cette période, une nouvelle élection doit se faire. Le 25 juin 2014, les Libyens vont voter pour élire Dabihu. Il faut bien suivre. Pour élire une nouvelle assemblée qui doit remplacer le CGN, donc le Congrès Général National. Cette assemblée est appelée le Majlis Nouab, la Chambre des représentants. Cette assemblée est constituée donc après les élections, en réalité, après les élections. Donc, on peut dire qu'ils ont la légitimité à la base. Le problème, c'est que le résultat des élections ne satisfait pas certaines personnes. Les partis dits islamistes sont perdants lors de cette élection. De là, ils ne reconnaissent pas le vote. Et souvent c'est comme ça dans certains pays qui ont adopté cette façon de faire. Les gens vont voter. Après le vote, tel est déclaré vainqueur, les perdants n'acceptent pas en général. Ils n'acceptent pas. Et même en Afrique, surtout en Afrique, ils disent non, il y a eu une triche, etc. etc. Oui. En général, les perdants n'acceptent pas. Donc, si on observe bien, c'est le Majlis Nouab, donc la Chambre des représentants, qui est légitime et qui est censé organiser les choses, diriger le pays. Et je rappelle que le Majlis Nouab là, la Chambre des représentants là, c'est le Parlement. Et la communauté internationale reconnaît la Chambre des représentants là, donc le Parlement là.
bien qu'à un moment, ils n'ont pas reconnu le gouvernement qui découlait de ce Parlement. Mais ils ont reconnu le Parlement en question. Ce Parlement qui est dirigé aujourd'hui par Aqila Salih Isa, je ne sais pas s'ils l'ont changé, mais ce que je sais, c'est que c'est lui qui dirige le Parlement là. Donc si on veut parler de gouverneur, de Wali al-Amr, en principe, c'est le président du Parlement. Ce Parlement qui est formé en réalité après l'élection. Donc le résultat de cette élection a créé une guerre civile, car plusieurs Libyens, leaders, n'étaient pas d'accord. Pendant ce temps-là, il y a toujours des milices qui sèment la terreur, le terrorisme dans le pays. Et les terroristes qui sèment le trouble dans le pays. Donc pendant ce temps, les milices sèment la terreur, les terroristes sèment le trouble dans le pays. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les partis dits islamistes qui ont perdu l'élection et qui n'étaient pas d'accord ont décidé, suivez attentivement, ils ont décidé de remettre en place le CGN, donc le Congrès Général National, qui n'était plus censé être là. Car les pouvoirs qu'ils avaient ont été remis à la Chambre des représentants par rapport à l'élection. Donc en principe, le CGN ne devait plus exister. Mais eux, ils remettent encore ça. Et ils ne reconnaissent pas l'élection. Et ils ont mis ça à Tripoli, donc à l'ouest du pays. Entre-temps, la Chambre des représentants était à l'est du pays, à Tobruk. Et là, il y a un gros problème, car le pays se retrouve maintenant avec 2 parlements et 2 gouvernements. Donc, qui est sorti contre l'autre normalement? Qui est sorti contre l'autre normalement? Ce sont ceux qui ont remis en place le CGN ou bien la Chambre des représentants. Et pendant ce temps, Daesh, les terroristes, etc., font ravage dans le pays. Ils profitent de cette situation pour faire leur désordre. Entre-temps, Haftar avait décidé de combattre les terroristes dans le pays, les Khawarij. Et il a pu récupérer plusieurs endroits de la Libye occupés par les terroristes. Il a affronté les milices qui terrorisaient une ville du pays, les terroristes à Benghazi. Avec tous ces efforts qu'il a fournis, il a gagné une légitimité, une estime auprès d'une grande partie du peuple libyen. Et je rappelle qu'il est le chef de l'armée libyenne, le maréchal, et il a le soutien du Parlement qui est à Tobruk. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est là le gros problème. Et c'est là où beaucoup de médias transforment la réalité des choses. Il faut que les musulmans soient éveillés. Qu'est-ce qui s'est passé? La communauté internationale décide d'apporter quelque chose. Elle décide, ou bien elle propose de partager le pouvoir entre les 2 camps. Okay? Donc, ils ont décidé de faire ce qu'on a appelé Ittifaq al-Sukhayrat, c'est-à-dire les accords de Sukhayrat signés au Maroc.
il prévoit que le CGN, qui est à Tripoli, et qui à la base n'était plus censé être là, et la Chambre des représentants, qui est à Tobruk, accepte l'autorité d'une troisième entité, un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement d'union nationale. Il faut bien suivre. Un gouvernement d'union nationale. En échange, le CGN devient le Haut Conseil d'État et la Chambre des représentants devient le Parlement de toute la Libye. Parce que là, le pays est divisé en deux. On peut dire, on se retrouve avec deux parlements, deux gouvernements. Donc, ceux-là, la communauté internationale propose donc de partager le pouvoir entre les deux camps. Et donc, ils ont décidé de faire les tifaq, donc ce qu'ils ont appelé tifaq Sukhayrot. Et donc, les accords de Sukhayrot, ils prévoient donc, ces accords-là, prévoient que le CGN, qui est à Tripoli, qui n'est plus, bien qu'il n'était plus censé être là, comme on a dit, et la Chambre des représentants, qui est à Tobruk, accepte l'autorité d'une troisième entité, un gouvernement d'union nationale. En échange, le CGN devient le Haut Conseil d'État et la Chambre des représentants devient le Parlement de toute la Libye. Donc le 17 décembre 2015, ces accords sont signés. Et de là, il place Faiz Sarraj comme premier ministre du gouvernement de l'Union nationale. Là. Premier ministre du gouvernement de l'Union nationale. Donc il n'est pas élu par les Libyens en fait. Il est placé là, c'est-à-dire on l'a placé là. Et la communauté internationale le reconnaît. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le Congrès général national, donc le CGN, placé à Tripoli, laisse le gouvernement de Sarraj s'installer à Tripoli le 5 avril 2016. Donc on peut dire que ceux-là le soutiennent en général. Le problème, c'est que la Chambre des représentants, installée à Tobruk, qui est le Parlement à la base, donc la Chambre des représentants, le problème, c'est qu'ils ne reconnaissent pas, donc la Chambre des représentants ne reconnaît pas, en fait, le gouvernement de Sarraj. Et la Chambre des représentants revient sur ses engagements, n'est-ce pas, pris à Sukhayrot. Et il faut bien comprendre que le gouvernement de Sarraj n'a jamais été vraiment reconnu par la Chambre des représentants. Et ils sont appuyés par le général Haftar, qui lui aussi ne reconnaît pas ce gouvernement-là en réalité. Il ne reconnaît même pas les accords de Sukhayrot là. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une polémique lorsque Haftar a dit que les accords de Sukhayrot sont terminés, car c'était pour 1 an ou 2 ans comme ça, si je ne m'abuse, d'après ce qui est mentionné ou ce qu'ils disent, et que donc tout ce qui découle de ces accords-là sont finis. Il y a eu toute une polémique. Déjà, la communauté internationale qui ne reconnaît pas que c'est terminé, et il y a d'autres qui disent qu'il est en contradiction, comment il ne reconnaît pas cela depuis le début, et là il vient annoncer que c'est fini. Il y a eu beaucoup de débats sur cela. Mais nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qui est le gouverneur selon la législation dans toute cette histoire. Donc, le gouvernement de Sarraj n'est pas reconnu en réalité par la Chambre des représentants. Et il est beaucoup contesté par un grand nombre de Libyens. Certains ont accusé Sarraj
d'être de mèche avec les terroristes, les Khawarij à Tripoli. Wallahu a'lam. Et d'autres ont peur par rapport à Haftar. Ils ont peur d'avoir encore une domination d'un chef suprême de l'armée libyenne. Ils ont peur que ça soit encore comme au temps de Kadhafi. Bref, en conclusion, on retient quoi de tout ça? On retient que, à la base, le dirigeant est censé être, le président du Parlement libyen, donc de la Chambre des représentants. Quant au CGN, eux, ils sont sortis contre le président du Parlement pour remettre en place le CGN, qui ne devait plus exister. Et ils se sont emparés de la ville de Tripoli et d'une autre ville aussi dont j'ai oublié le nom. On a placé Farraj avec l'aide de la communauté internationale. Il n'a pas été élu. Et d'ailleurs, depuis qu'il est chef du gouvernement de l'Union nationale, il est beaucoup contesté. Il n'arrive pas à avoir une autorité dans le pays. C'est vrai qu'il est un peu soutenu par certaines grandes puissances. Et d'ailleurs, c'est ce qui complique les choses à Haftar. Mais dans le pays, son pouvoir est très très limité. Il ne contrôle qu'une petite partie du territoire libyen. Tripoli et quelques endroits comme ça, peut-être 2 ou 3, si je ne m'abuse, ou un peu plus. Or, le chef de l'armée libyenne a plus d'autorité dans le pays que Sarraj. En plus, il est soutenu par la Chambre des représentants, donc par le président. Il est soutenu par le président du Parlement. Et il dirige l'armée du pays. Sarraj, il a quelle armée? Il a quelle armée? De plus, Haftar a le soutien de la Chambre des représentants, qui est à la base le Parlement du pays, normalement. Le CGN est sorti contre cela. Et il a autorité sur la plus grande partie du territoire libyen, dans les territoires où il y a les réserves de pétrole. Et la Chambre des représentants a nommé Haftar comme étant le maréchal, d'après ce que j'ai appris. Et lorsque Haftar décide d'aller à Tripoli, c'est pour une défensive. Il va combattre les Khawarij et les terroristes qui se sont emparés de la ville. Et il a l'accord et le soutien du président du Parlement, Aqil Salih Aïssa. Sarraj n'a aucun pouvoir en réalité. Il est mis là par des gens qui visent leurs intérêts. La communauté internationale qui reconnaît un premier ministre non élu, qui a un gouvernement qui n'est pas reconnu par le Parlement de base, qui pourtant est reconnu par la communauté internationale. Donc le Parlement de base là. Vous voyez, où est donc leur démocratie qu'ils prétendent suivre? Où est-elle? Où est leur démocratie qu'ils prétendent suivre? Vous voyez? Donc on se demande, on se pose des questions. Sachant que la démocratie c'est le couvre. Mais ceux-là disent qu'ils suivent la démocratie, C'est où maintenant ici? Vous voyez? Ensuite, il y a des gens qui disent, mais Haftar, dans un accord, avait accepté de soumettre l'armée à la domination d'un organe, donc du pays. Oui, mais il avait ajouté une condition après, que cet organe soit élu par des élections. Ce qui n'a pas été fait. Donc si on observe bien ceux qui sortent
contre le président du Parlement, contre Haftar, qui est soutenu par le Parlement, ils suivent les pas des salafis ou bien ils suivent les pas des Khawarij. Sachant que Haftar combat les terroristes depuis, il a l'armée avec lui, et il est soutenu par le Parlement, et il a pu récupérer plusieurs endroits occupés par les terroristes. Et il dit même qu'on ne peut pas parler d'élection tant qu'on ne stoppe pas les terroristes qui font ravage dans le pays. Sarraj n'a aucun pouvoir en réalité dans le pays. Vous voyez, même dans sa propre maison, il n'y a pas de pouvoir. Bon, c'est une façon de parler. Hein, j'exagère un peu quand je parle de sa propre maison. Mais c'est pour dire qu'en réalité, il n'a pas de pouvoir. Même quand on dit qu'il contrôle tel ou tel endroit, on le dit comme ça, sinon en réalité, le pouvoir en réalité, il n'a pas vraiment un poids. Vous voyez. En ce moment, c'est Haftar qui a plus de pouvoir dans le pays. Et l'armée est avec lui. La chambre des représentants est avec lui. Alors si quelqu'un comme ça, qui est soutenu par le Parlement, combat les Khawarij, les terroristes, c'est lui qu'on doit soutenir. Car à la base, le dirigeant, le gouverneur doit être le président du Parlement. Et ce Parlement-là, soutient Haftar. Donc la fatwa du Cheikh Rabi' est juste. Elle ne s'oppose pas au texte, ni à la voix des salafs. De plus, la fatwa du Cheikh Rabi' s'est basée sur le fait qu'il y a un wali al-amr en Libye en ce moment ou pas. Donc vous parlez, vous dites des choses. Est-ce que vous avez bien compris ces choses-là? Est-ce que vous avez bien fait des recherches? Donc c'est vous qui n'avez pas bien compris. Et aussi il faut faire la différence entre ce que toi tu penses, tes impressions, et ce que dit la législation. Ne prends pas tes impressions ou ton avis comme étant forcément ce que dit la législation. Alors, j'espère que la chose est claire maintenant. Oui. Il faut aussi savoir que beaucoup de médias déforment la réalité des choses sur Internet. Certains, à cause de leurs intérêts, veulent faire passer Haftar pour le méchant dans tout ça, pour un terroriste, quelqu'un qui tue les gens n'importe comment. Oui. Donc il faut faire attention. Alors je termine par cette parole du Cheikh Al-Fawzan dans son explication du livre de l'imam Al-Barbahari. Il a dit ceci parlant des Khawarij lorsqu'il a commenté la parole de l'imam Al-Barbahari, donc celui qui sort contre le gouverneur, celui qui sort contre un imam parmi les imams des musulmans, c'est un Khariji. Il a dit quoi? Il a dit ceci parlant des Khawarij. Il a dit فَيَجِبُ قِتَالُهُمْ وَذَلِكَ لِأَجْلِ كَفِّ شَرِّهِمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا إِذَا أَظْهَرُوا السِّلَاحَ وَحَمَلُوا السِّلَاحَ أما مجرد أنهم يظهرون رأي الخوارج ويتكلمون ولكن لا يقاتلون وليس معهم سلاح فنحن ننكر عليهم ونبين لهم ضلالهم ولا نقاتلهم لكن إذا صار لهم شوكة وصاروا يقاتلون المسلمين فلا يجوز للمسلمين أن يتركوهم بل يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم ويجب على المسلمين أن يكونوا مع ولي الأمر عليهم.
Fin des citations. Le Cheikh Al-Fawzan dit, il est obligatoire donc parlant des Khawarij, il dit, il est obligatoire de les combattre, ceci afin d'arrêter leur mal sur les musulmans. Et ceci, c'est s'ils prennent les armes. Quant au simple fait qu'ils montrent, n'est-ce pas, qu'ils adoptent l'avis, la position des Khawarij, qu'ils parlent, mais ils ne combattent pas, ils n'ont pas d'armes, nous les réprimandons simplement. Nous leur éclaircissons leur égarement, donc nous les réprimandons simplement, nous leur éclaircissons leur égarement, nous ne les combattons pas. Mais s'ils parviennent à avoir une force et se mettent à combattre les musulmans, il n'est pas permis aux musulmans de les délaisser. Il est obligatoire aux gouverneurs, aux dirigeants de les combattre. Et il est obligatoire aux musulmans d'être avec le gouverneur, donc de combattre avec lui. Fin des citations. Vous voyez? Donc, on combat les Khawarij avec le gouverneur. Si on a un gouverneur dans un pays, on est dans un pays, on a un gouverneur musulman. S'il faut combattre les Khawarij, on combat les Khawarij avec le gouverneur. Hein? Ce n'est pas toi-même, tu décides comme ça, dans un pays où il y a un gouverneur musulman, tu dis, bon voilà, il y a des Khawarij là-bas, moi je vais les combattre, je vais les tuer. Non, ce n'est pas comme ça. C'est avec le gouverneur, le dirigeant. Et on va encore parler de cette question en détail, Inch'Allah, dans l'explication des fondements de la Sunna de l'imam Ahmed. Déjà, on avait un peu parlé de ça quand on a parlé des assises secrètes, hein, en opposition avec les fondements de la Sunna. Alors, bon, je ne sais pas si on va lire quand même, parce qu'on n'a même pas lu comment on appelle la parole du Cheikh Rabi'. On va quand même lire. Une partie des propos du Cheikh Rabi'. Alors il dit, donc le Cheikh Rabi' dit, ou bien on va laisser ça, on va ramener ça au cours prochain. On va s'arrêter ici. Le cours prochain, on va commencer par la parole du Cheikh Rabi' à la page 21. جيد. On s'arrête ici, on demande car on facilite. وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.